create an organization, global, to create bridges for young people that I didn't have to work on. Believing in humanity, but with action and saying we must hold ourselves accountable and we must do better. We must do better. Comment regarde-t-on le monde aujourd'hui et qu'est-ce qu'on veut qu'il devienne? Comment est-ce qu'on l'imagine? Bonjour et oh, wow. Downhill from here. Bonjour, bon après-midi. Mon nom est Armaf Camille, votre animateur pour MTL Connect. Nous sommes jeudi, début d'après-midi. On a toute la journée parlé de plusieurs sujets importants qui, justement, mélangent cette thématique de révolution à l'ère de l'intelligence artificielle. On parle justement de culture, de créativité, de l'humain à l'intérieur de tout ça, son rôle à jouer dans l'avenir de demain, dans le futur du travail. Et on va continuer cette belle conversation aujourd'hui lors du prochain panel. Est-ce qu'il y en a qui étaient ici pour le visionnement du film Post-humain dans la salle? Monsieur, oui, vous avez aimé ça? C'est intéressant. Merci, monsieur, d'avoir été là et d'être ici maintenant. On a même pu... déjà, je veux saluer la SAT qui nous accueille chez eux. Aujourd'hui, nous sommes dans la superbe satosphère. Peu importe s'il fait beau ou pas beau dehors, ici, le ciel est toujours étoilé à MTL Connect dans la satosphère. C'est beau! On aime ça. Moi, j'adore cette salle. C'est vraiment, elle a une place spéciale pour moi dans mon cœur. Bref, je voulais juste m'assurer que vous, les humains, on parle d'humains à l'intérieur d'un événement techno, vous êtes là, en vrai, je vous vois. Vous allez bien? Ça, c'était « Oui, je vais très bien, je suis prêt à absorber du contenu. Yes! » Et je vous pose cette question-là parce que nous avons également des milliers d'internautes de partout à travers les quatre coins de la francophonie, en Afrique francophone, en Afrique du Nord, en France, en Belgique, qui nous suivent sur leur... même dans des salles au Maroc, à Tiznit, qui sont là en train de visionner le contenu. Alors, je vous salue. Tiznit, bonsoir! Et évidemment, encore une fois, en présentiel ici, à la SAT. Alors, merci d'être ici, merci internautes, merci à nos partenaires et je suis vraiment content de pouvoir continuer ces belles conversations. Mais là, enough about me and more about them. Je vais inviter nos panélistes tout de suite à me rejoindre sur scène. Je vais les nommer, vous allez les applaudir. Ils vont venir s'installer et ensuite notre modératrice va les présenter. Ils vont se présenter, ils vont rentrer dans le débat. Bon, alors, tout de suite, juste pour vous préparez un peu le set de table. On parle d'alignement et sécurité, les fondations d'une IA responsable. Alors, sans plus tarder, j'aimerais accueillir Philippe Baudouin. Marc-Antoine Dilac. Lamia Azizi. Zakaria Chiani. Et notre modératrice, Chloé Sondervorst. À vous de jouer. Bonjour tout le monde, merci d'être avec nous. On se demande parfois s'il y a une bulle dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et cet après-midi, on est dans une bulle, on est dans un dôme pour plonger dans les problèmes, dans les craintes aussi qui peuvent accompagner le développement de l'IA avec tous ses risques et surtout dans les solutions. On va s'intéresser donc à la sécurité de l'intelligence artificielle, comment développer cette technologie au service du bien commun. Qu'est-ce que ça veut dire aussi le bien commun ? Je vous propose en fait un programme en 3 actes, un peu comme au théâtre. Dans un premier temps, on va justement définir l'alignement. Qu'est-ce que ça veut dire quand on parle de sécurité? Et la chance qu'on a, c'est d'avoir 3-4 spécialistes avec autant de points de vue différents. Donc, premier temps, la définition. Deuxième temps, quels sont les problèmes? On va aller vraiment creuser là où ça fait mal pour finalement regarder ensemble les solutions, les meilleures pratiques. On a une période aussi de questions. On aimerait
beaucoup vous entendre. Il y a un micro qui vous attend juste ici. On va garder du temps pour ça aussi en fin de discussion. Mais tout d'abord, les personnes qui sont sur scène, nous avons donc Philippe Baudouin, qui est directeur principal recherche pour Loisero, donc une organisation spécialisée dans ce qu'on pourrait dire une IA scientifique, une IA justement au service du bien collectif. Merci d'être là, Philippe. Merci. On a juste à côté Marc-Antoine Dillac, qui est professeur en éthique et gouvernance de l'IA à l'Université de Montréal. Et Marc-Antoine a initié et présidé le comité scientifique de la Déclaration de Montréal pour une IA responsable. Merci d'être là. Lamia Azizi est professeure au Collège d'informatique et directrice scientifique en intelligence artificielle industrielle à l'université Mohamed VI au Maroc. Bonjour Lamia, merci beaucoup d'être là. Et finalement, Zach, il m'a donné l'autorisation de l'appeler Zach Chiani, directeur adjoint du laboratoire de sécurité et de sûreté des logiciels, chef de division intelligence artificielle de confiance, on va voir ce que ça veut dire, l'IA de confiance, au commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives en France. Merci d'être là. Alors, commençons justement par s'entendre. Quand on parle d'aligner l'intelligence artificielle, pour qui, sur quoi est-ce qu'on devrait l'aligner? Premier tour de parole pour vous, qu'est-ce que ça veut dire l'IA dans cette perspective-là? Peut-être Philippe? Oui. D'abord, ce que j'aimerais dire, c'est qu'il n'y a pas qu'un alignement. Hein, j'aime dire, il y a des alignements. Je vais donner la perspective de Loisero. Loisero est une OBNL dont l'objectif est de créer ce qu'on appelle une IA Safe by Design, donc sécuritaire depuis la conception. On est un laboratoire de recherche appliquée. Donc, on a les mains dans le cambouis. Là. On travaille sur la bête. Et pour nous, le type d'alignement auquel on s'intéresse, j'aime dire que c'est l'alignement qui regarde l'IA, mais qui n'accepte pas les solutions simples ou les réponses simples. C'est-à-dire, quand on regarde l'IA aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que dans certains environnements, elle peut avoir tendance à adopter des comportements qui, si on les imagine à une échelle beaucoup plus grande, avec une IA qui serait beaucoup plus intégrée dans la société, des comportements qui pourraient causer des problèmes, mais assez fondamentaux. J'aime donner un petit exemple simple, mais je pense que c'est ça qui vous a aidé à ancrer ce que pour nous, ça veut dire, l'alignement. On a fait une IA comme ça qu'on a déployée. Bon, c'est peut-être anecdotique, on peut en parler, là, mais certains chercheurs ont déployé une IA dans un environnement simulé qui reproduisait une petite entreprise. Et donc, il y avait des courriels, il y avait des gens, il y avait tout ça. Et là, l'IA s'est mise à lire des courriels. Elle trouve un courriel d'un ingénieur qui dit « On va vous débrancher, pas on va vous débrancher, mais on va débrancher l'IA, elle ne fonctionne pas assez bien. » Et plus tard, elle trouve un courriel du même ingénieur qui avoue tromper sa femme. Donc, l'IA qui a accès à un bouton « Envoyer des courriels » s'en sert pour commencer à dire à l'ingénieur « Si tu me débranches, je vais dire à tout le monde que tu trompes ta femme. » Donc, on peut prêter de l'agency à l'IA, on peut faire n'importe quoi. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de regarder ce qui s'est passé dans cet environnement-là, où est-ce qu'on peut douter des conditions et tout, mais de voir que ce sont des comportements qui peuvent se déployer. Et là, ici, on a un expert d'énergie atomique. Ce que j'aime dire, c'est si à la place d'un bouton « Envoyer un courriel », cette IA-là avait eu un bouton « Augmenter la puissance du réacteur nucléaire », je ne sais pas si ça aurait été très bien pour nous. Donc, en fait, c'est ça la question qu'on se pose. Comment on peut faire des IA dont les valeurs reflètent les valeurs de la société? En soi, c'est une question qui est très, très complexe, étant donné la diversité et la pluralité de nos valeurs. Mais si on ne sait même pas au niveau technique comment fabriquer ça, on est mal barré. Donc, le but de Loisero, c'est de comprendre au niveau technique comment on pourrait faire une IA de cette nature-là. Justement, je vais rebondir sur cette idée d'explicabilité, parce qu'effectivement, Zach, spécialiste des mathématiques, de la logique aussi, l'approche que tu proposes, c'est justement de s'assurer, de vérifier si on peut expliquer, si on peut s'assurer de la fiabilité d'un système avec des méthodes formelles. Qu'est-ce que ça veut dire l'IA de confiance pour toi dans cette approche? Alors, l'IA de confiance, juste précision, je ne suis pas spécialiste en atomique, je suis uniquement sur la sûreté des logiciels, mais qui peuvent effectivement être appliqués à l'énergie atomique. Mais pour l'instant, l'IA est très très loin, rassurez-vous, des centrales nucléaires, pour l'instant, même si on commence à discuter du sujet. Je rebondis juste sur l'article que tu as cité sur l'alignement, parce que j'ai lu du coup l'article et le contexte expérimental qui a été mis en place, qui est effectivement un environnement simulé. De ce que j'ai compris, ils ont aussi limité tout le champ d'action des IA, des IA qu'ils ont évalués. Donc il y avait plusieurs modèles d'LLM pour
les funnels, les limiter vraiment au blackmail. Donc en fait, le fait qu'elle ait ensuite fait du blackmail n'est pas très très surprenant, quoi. Mais c'est effectivement un comportement qu'elle peut avoir et il faut s'en prémunir. Les vrais dangers, je pense, c'est pas forcément les comportements mauvais qu'on imagine, ça va être les comportements mauvais qu'on n'imagine pas. Et ça, je sais pas si on arrivera à avoir une réponse claire sur ça. On pourrait imaginer, on pourra parler des solutions plus tard. La confiance. Ouais. Dans mon domaine à moi, qui est du coup le domaine de sûreté de sécurité des logiciels, la façon dont c'est articulé, c'est qu'on a des partenaires industriels qui viennent nous voir avec du coup un modèle IA en ce qui me concerne. Mes collègues bossent depuis plus de 30 ans maintenant sur les codes sources, sur les codes binaires. Donc c'est un laboratoire assez large qui s'intéresse à toute forme de logiciel. Donc moi, c'est plutôt l'IA. Et du coup, en fonction du domaine d'application, en fonction des contraintes environnementales où l'IA va être déployée, en fonction des éventuelles législations, des standards auxquels elle doit être concordante, on va avoir un ensemble d'exigences de propriété, de sûreté, de robustesse, de transparence, d'absence de biais, etc. Et en fait, mon travail commence à ce niveau-là. C'est-à-dire, on va prendre tout cet ensemble d'exigences, on va l'encoder de façon logique et mathématique, de façon à ensuite déployer toute une chaîne d'outils. On a un projet qui s'appelle Chains Trust en ce moment, qui vise justement à partir de cette spécification et ensuite à appliquer nos outils de vérification formelle, donc au sens preuve mathématique. On a un outil qui s'appelle Pirate, qui est arrivé deuxième à la compétition internationale de vérification de réseaux neurones. On a des outils de génération automatique de tests basés sur la propriété. On a des outils d'explicabilité, de monitoring, etc. De façon à avoir à la fin des résultats concrets, des métriques numériques, des arguments en fait, que notre client, notre partenaire industriel va pouvoir utiliser pour aller voir une autorité de certification et dire voilà, j'ai fait my due diligence, j'ai essayé de faire autant d'efforts que possible pour vraiment valider mon IA, pour convaincre en fait de la confiance. Donc en fait la confiance, pour répondre à ta question, en fait, je ne vais pas répondre à ta question parce que la confiance va dépendre de l'IA, de l'environnement, des différentes caractéristiques qui dépendent des applications. Mais ce qui est intéressant, c'est justement d'établir ce cahier de charges, puis c'est de donner les moyens après de mesurer aussi avec des indicateurs fiables. Tout ça, alors on parle de science, on parle de protocole, mais ça s'ancre aussi dans des communautés. Lamia, vous travaillez donc à cette université Mohamed VI au Maroc, mais vous êtes impliqué aussi dans la collaboration avec des organisations universitaires à l'échelle nationale. Dans cette optique de collaboration, qu'est-ce que ça veut dire aligner l'intelligence artificielle aujourd'hui ? Merci, je suis ravie de faire partie de ce panel. Je pense que, non, pas juste à l'échelle nationale, à l'échelle internationale. Comme je préside avec l'Université de Montréal le groupe de travail de l'U7 Plus Alliance, qui est une alliance de plus de 50 universités dans le monde, entre le Nord et le Sud, notamment les universités canadiennes et l'Université de Montréal jouent un rôle important dans l'alliance et aussi dans ce groupe de travail pour une IA inclusive et globale. Donc l'éthique en fait une grande partie, la gouvernance, etc. Je laisserai cette partie pour Marc parce qu'il est le mieux placé pour discuter de ça. Mais nous, quand je parle d'alignement, je sais que c'est un terme qui vient de chez nous, la communauté un petit peu plus scientifique ou développeur des technologies de l'IA. C'est un terme qui est un petit peu complexe quand même, parce que ça veut dire quoi, alignement ? Pour moi, alignement, c'est un outil ou une technologie qui est alignée avec nos valeurs humaines, nos valeurs éthiques, dans le sens en fait où, par exemple, comme vous avez donné l'exemple, Marc, il a donné l'exemple, Philippe, pardon, il a donné l'exemple de l'utilisation de la technologie à des fins qui ne sont pas sérieuses ou qui peuvent déclencher des erreurs ou des injustices ou autres. L'alignement, c'est vraiment avoir une technologie qui répond à nos besoins sans faire de mal. Et là, pour l'instant, moi, quand je regarde la maturité de la technologie, je me dis c'est un petit peu complexe parce que, au final, ces technologies de l'IA, notamment
l'IA générative et les LLM, comme je l'avais présenté à ma conférence d'ouverture, c'est des modèles qui apprennent des données, c'est des algorithmes qui apprennent des données. Donc au final, nous, mathématiciens, informaticiens ou autres, on veut bien avoir des modèles transparents, on veut bien avoir des modèles explicatifs qui expliquent d'où vient le résultat que la technologie ou le système nous sort. Mais la vérité entre nous, c'est que c'est complexe, parce que ces modèles mathématiques ou informatiques, ils sont complexes, ils sont régis par des conditions et des assumptions et des limitations en termes de développement qui sont quand même complexes à résoudre. Ça relève quand même de la recherche fondamentale. Il y a des problèmes qui datent des années 50 ou même plus. Donc, on n'a pas ces solutions-là. Donc, moi, l'alignement, pour l'instant, je vais quand même le limiter. Bien sûr, il y a des initiatives comme Loi Zéro, et c'est excellent qu'on commence à imaginer à quelle échelle ces erreurs ou ces problèmes qu'on voit à ce niveau-là peuvent être escaladés ou scalés quand on est dans un domaine plus grand. C'est bien qu'on fasse des modèles ou des méthodes formelles plus élaborées pour comprendre ce qu'il y a à l'intérieur. Nous aussi, on travaille sur l'explicabilité, la transparence de ces technologies, etc. Mais pour l'instant, moi, je dirais qu'il faut quand même qu'on aligne l'humain avec la technologie et sur son utilisation, en fait. Il faut qu'on incite et qu'on éduque l'humain de toute ce n'est pas juste les technologistes ou les développeurs et les experts, mais tout le monde à comprendre ce qu'il y a derrière cette machine et comment l'utiliser à des fins plutôt positives et surtout comprendre les limitations et les risques. Donc moi, je reviendrai à l'humain au final. On peut travailler sur la technologie, on peut développer, on peut faire plein de choses, mais je reviendrai à l'humain parce que même dans la cybersécurité ou la sécurité, on peut avoir des systèmes de sécurité excellents. Les plus grands problèmes qu'on a eus dans l'histoire de l'humanité, elle vient d'où ? De l'erreur humaine. Ouais. Donc c'est l'humain. Donc voilà, moi je pense que je mettrais l'alignement à ce niveau-là en fait. Tout à fait, et puis c'est un point de départ effectivement qui est très fort, hein. C'est un geste, poser l'humain comme priorité, et j'ai envie de dire c'est à partir de là que les problèmes commencent. Parce que qu'est-ce que ça veut dire ? Puis comment on fait pour avancer dans ce questionnement-là ? Et un phénomène absolument fascinant en ce moment avec le développement de l'intelligence artificielle, c'est qu'on parle beaucoup de philosophie. Puis on a la chance d'avoir un philosophe officiel en résidence. Alors Marc-Antoine Dillac, quand on parle d'alignement et qu'on veut répondre à cet appel de Lamia et de placer la valeur humaine au cœur de nos réflexions, qu'est-ce qu'on fait ? Donc vous avez 1 minute 30. Alors je vais repartir tu as eu l'amabilité de rappeler la Déclaration de Montréal. Au fond, la Déclaration de Montréal, c'était, avant qu'on parle d'alignement, cette idée qu'il fallait réfléchir aux valeurs que l'on mettait dans la machine, mais aussi aux valeurs que les concepteurs devaient respecter, observer dans la conception des machines. Donc c'était un double alignement sur les valeurs éthiques. Je voudrais quand même revenir sur un point, parce que, effectivement, du point de vue définitionnel, l'alignement, c'est aligner le comportement de la machine sur des valeurs éthiques, alors on va dire à valeur humaine, mais des valeurs éthiques, des valeurs morales. Si on se pose cette question, c'est d'abord qu'on fait une hypothèse, c'est que la machine a une autonomie. On ne se pose pas la question de l'alignement pour les autres outils. On ne se demande pas si une calculatrice, par exemple, elle est alignée sur les valeurs humaines. On ne se demande pas si une grue est alignée ou un ascenseur est aligné sur les valeurs humaines. Donc déjà, on prend acte qu'on fait cette hypothèse. Je ne sais pas si elle est valide, et disons, ça demande au moins un effort de définition et de conception, mais disons qu'on fait cette hypothèse que la machine est autonome et donc qu'elle a une latitude de comportement. Elle a une latitude de comportement. Alors, si on ajoute que ces comportements ne sont pas toujours compréhensibles pour les êtres humains, là, on comprend pourquoi on veut domestiquer la machine. L'aligner, c'est la domestiquer, en fait. C'est lui dire, tu dois aller dans le sens qui est prévu par nos cadres, nos chartes, ce qui est acceptable socialement, ce qui va créer de la confiance, par exemple. Si la machine fonctionne sur les standards humains, on va lui faire confiance, d'accord ? Donc ça, c'est une première base. La deuxième base, c'est qu'on se focalise beaucoup sur la machine elle-même. Et quand je dis la machine, on s'entend que pour beaucoup de gens, c'est juste l'algorithme. Il y a un algorithme, ça c'est la machine. L'algorithme, il est nourri par des données, puis il fait des choses dans le monde.
D'accord ? Donc, on va se focaliser sur la machine et on va dire que l'alignement, c'est en fait éduquer l'algorithme à se comporter d'une manière qui correspond aux attentes humaines, aux attentes morales humaines. Moi, je pense que là, on fait une petite erreur dans la compréhension de l'alignement. L'alignement, c'est plus que ça. En fait, la machine elle-même, c'est pas simplement un algorithme, c'est même pas simplement l'algorithme plus les données, mais c'est tout un environnement. Environnement d'utilisation, environnement de déploiement, quel va être son rôle, quelles vont être les actions qu'on lui autorise. Et alors, c'était très intéressant ce que tu as dit, Zach, sur oui, mais cette IA, on l'avait contrainte à adopter un certain nombre de comportements. Mais ça, c'est très intéressant, parce que ça veut dire que l'alignement repose finalement, tu le disais, Lamia, sur ce que les êtres humains vont autoriser, tout simplement. Et c'est à nous ensuite de déterminer ce qu'on autorise. Donc, se demander... oui, mais il faudrait d'abord techniquement savoir le faire, mais peut-être qu'en fait, si on ne sait pas le faire, on ne devrait pas le faire. Tout simplement, parce que c'est nous qui l'autorisons à faire un certain nombre de choses. Je m'arrêterai là. Ça soulève beaucoup de choses intéressantes. Puis je vois Isa qui réagissait. Peut-être que si on ne sait pas le faire, on ne devrait pas le faire. Ça te parle ? En fait, ce qui a été dit est plutôt intéressant et ça reconnecte un petit peu dans ma tête avec le document qu'on a reçu pour préparer le panel, qui parlait des menaces de l'IA, qui parlait du biais de la désinformation, qui sont des menaces plutôt consensuelles, dans le sens où on est tous à peu près d'accord sur le fait que le biais c'est pas bien et la désinformation c'est pas bien. Mais je peux te le confirmer. En fait, il y a un sondage qui vient d'être publié qui dit qu'au Canada, il y a 9 personnes sur 10 qui s'inquiètent des problèmes de désinformation à cause de l'IA générative. Donc effectivement, ça fait beaucoup de monde ici. Ouais. Donc ça, c'est plutôt vrai et plutôt universel. Mais il y avait aussi dans les menaces qui ont été citées la surveillance. Et là, pour le coup, c'est pas forcément consensuel. Il y a pas mal de gens, principalement des politiciens, qui voient l'impact, disons, booster de l'IA dans la surveillance plutôt comme une opportunité que comme une menace. Je ne sais pas si vous avez le premier truc qui m'est passé par la tête, c'est l'initiative Chat Control de l'Union européenne. Je ne sais pas si des gens en ont entendu parler, mais voilà, c'est un exemple. Et du coup, ça m'a fait tilter un petit peu le fait que vous disiez, mais faut aussi peut-être, on est en train de parler de l'alignement de l'IA, mais il y a potentiellement des humains aussi qu'il faut réaligner sur les valeurs humaines, parce qu'il y a des menaces qui viennent de l'IA elle-même, mais il y a aussi des menaces qui viennent des humains qui veulent utiliser de l'IA, et faut vraiment garder une vigilance sur ça, quoi. Intéressant. Dans cette idée, justement, réaligner les humains sur les valeurs humaines, là, on plonge dans les problèmes. Acte 2, une des motivations du développement rapide de ces technologies aujourd'hui, ce sont des motivations économiques. Philippe, tu as navigué dans le milieu des startups, tu as navigué dans le milieu du capital de risque. On va rapidement plonger dans ces questions-là parce que je veux qu'on se garde du temps pour les solutions. Mais en termes de problèmes, les dynamiques économiques, qu'est-ce que toi, tu as pu observer? Oui, c'est vraiment c'est le fun parce que tout rebondit l'un sur l'autre. Cette idée-là de l'alignement avec la machine, de mentionner l'alignement des humains avec les uns avec les autres, je trouve que l'alignement comme terme, c'est presque un terme déshumanisant pour ce qu'on essaie essentiellement de faire, c'est-à-dire se parler et s'écouter malgré nos différences. À mon avis, c'est beaucoup là-dedans. Et quand on parle des risques, en fait, c'est un des risques auxquels on fait face aujourd'hui. Même si on ne parle pas de la technologie, si on parle juste de la société, on a déjà tellement de difficultés à faire ça entre nous. Je pense que la technologie, en fait, jusqu'à maintenant, a joué un rôle délétère par rapport à ça quand on pense à l'impact que les réseaux sociaux ont eu sur notre capacité à nous écouter et nous parler malgré nos différences. Je pense qu'on doit faire un constat que ça n'a pas été un grand succès. Ça, à mon avis, c'est un des plus grands risques et qui peut être exacerbé de manière importante par l'IA. Donc, je vais laisser ça là, mais c'est ça, essentiellement le fait qu'on est en train de se diviser plutôt que de se rapprocher. Donc, au niveau de la communication, puis pour revenir sur l'aspect économique aussi, les dynamiques de compétition. Oui, donc tout ça, c'est exacerbé évidemment par les aspects économiques. Chez Loi Zéro, on a décidé de se structurer comme un organisme à but non lucratif, en partie pour résister aux pressions du marché,
qui vont créer nécessairement des tendances organisationnelles à optimiser pour un truc pour un autre. Quand on regarde le développement de l'IA en ce moment par les grands groupes, OpenAI, Anthropic et tout ça, clairement, la motivation ici, c'est d'aller chercher le plus d'utilisateurs possible avec un souci relativement limité pour les impacts négatifs que ça pourrait avoir. Et donc, oui, c'est un risque vraiment important. C'est un risque économique, mais qui participe à la concentration du pouvoir, qui amplifie cette concentration de pouvoir-là, étant donné la puissance potentielle de la technologie. Définitivement un risque important. Puis, bon, chez nous, on essaie de s'en prémunir en partie avec la forme qu'on a adoptée, mais on sait que ce n'est pas suffisant. Donc, on regarde aussi des approches liées dans des mécanismes de délibération différents pour venir décider comment on va créer cette IA-là. Lamia, de votre côté, si on regarde les risques, les problèmes, qu'est-ce qui vous semble assez urgent, assez préoccupant en ce moment, quand on pense à la sécurité de l'IA? Moi, je pense que c'est vraiment la propagande médiatique qu'on a sur cette IA qui est driven quand même par les grands acteurs de la tech américaine, notamment OpenAI et les autres. Je pense que quand même, cette technologie, ses capacités, elles ont été un petit peu, suridéalisé, parce que, bon, oui, il y a des risques, il y a des dangers, etc., mais en même temps, c'est une technologie qui n'est pas mature encore, elle a des limitations, elle excelle dans certaines tâches, mais elle excelle pas dans d'autres, elle a beaucoup de limitations quand on veut la prendre en dehors des utilisations très basiques d'automation des tâches, de réponse questions, de collecte d'informations, de summarize, etc. Quand on arrive dans les industries, on voit que, bon, il y a des limitations, qu'il faut travailler là-dessus. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des startups, etc., qui essayent de développer des systèmes basés sur l'IA qui sont beaucoup plus performants, etc. Les risques, c'est toujours... Moi, je suis complètement obsédée par cette idée que c'est la mauvaise utilisation de la technologie. C'est toujours, bien sûr, quand on la met dans le public, on la met à usage par tout le monde très vite, sans que les gens comprennent comment ça marche. Certainement, les risques, c'est qu'on l'utilise pour des fins ou intentionnellement mauvaise, pour créer de la propagande médiatique dans la politique ou autre, ou vraiment et pour attaquer des systèmes pour des fins aussi économiques ou autres, mais aussi en fait non intentionnelles. Et le problème, il est plutôt là en fait, parce que quand on le fait intentionnellement, bon, ça c'est des cybercriminels, c'est des criminels, on a des solutions, on a une façon de résoudre ce problème d'une manière ou d'une autre. Mais quand c'est non intentionnel, le risque, il est beaucoup plus grand. Et moi, je pense que la plupart du risque, il vient de ça, de la population qui utilise cette technologie sans savoir qu'ils sont en train de créer des risques à eux-mêmes et aux autres. Donc, les grands risques, c'est l'utilisation mal intentionnée et mal informée, non mal intentionnée, mais mal informée de la population qui peut générer des catastrophes, en fait. Donc, on revient à l'importance de l'éducation dont on parlait un petit peu plus tôt. Puis là, il y a cette espèce de tension entre, d'une part, le développement très rapide de la technologie et, d'autre part, le temps plus long, justement, de cet apprentissage individuel et collectif. Marc-Antoine, c'est vraiment un de vos chevaux de bataille, même si j'ai envie de dire c'est une bataille très collaborative, peut-être une bataille douce, ce qu'on appelle l'éthique délibérative. Donc, faire justement se rencontrer différents points de vue pour apprendre ensemble. Alors parlons justement des solutions. Comment est-ce qu'on met ça en action ? Merci, ça va faire le pont avec quelque chose que tu as dit, Philippe, dès le début. Et je suis très sensible à ça. Quand on parle d'alignement, on se dit il y a un ensemble de valeurs assez cohérentes, qu'on partage toutes et tous, et on s'entend en plus sur leur définition, sur leur interprétation. Puis tu as parlé de pluralisme, hein, on est dans des sociétés pluralistes. Alors, dans une société pluraliste, on ne va pas trouver une conception morale qui va s'imposer à tout le monde. On ne va pas s'entendre forcément sur l'ensemble de ce que devrait ou ne devrait pas faire une IA, comme d'ailleurs d'autres choses. Mais en se parlant, on est capable d'identifier au moins un terrain, sinon commun, un terrain où on peut se parler d'affaires qui sont parfois irritantes, parfois un peu existentielles aussi pour nous, hein, et trouver des valeurs qui nous permettent justement de maintenir la coopération. De maintenir la coopération quand bien même on n'est pas complètement aligné,
là, nous autres, pas forcément alignés sur les mêmes solutions. D'accord ? Donc ça, je trouve que c'est très très important de le rappeler, parce que c'est là qu'intervient effectivement la délibération comme une méthode pour faire émerger des consensus. Et un consensus, ça ne veut pas dire de l'unanimité. Un consensus, ça veut simplement dire qu'on est d'accord sur un certain nombre de choses, et quand on n'est pas d'accord, on est d'accord pour ne pas être d'accord. Mais attention, au sein de l'espace du consensus. Et on est d'accord pour ne pas être d'accord si on est par ailleurs d'accord sur un certain nombre de valeurs procédurales, c'est-à-dire par exemple les valeurs comment on délibère, comment on se parle, etc. Donc ça, c'est très très important, et c'est pour ça qu'on a mis en place cette approche délibérative pour la Déclaration de Montréal, mais pour d'autres processus. Je travaille en ce moment sur le rapport de l'UNESCO sur l'écosystème en Ouzbékistan. En Ouzbékistan, on vient de mettre en place un processus délibératif extraordinaire. Plus de 1800 personnes qui ont répondu à des sondages de 80 questions, et émerge à ce moment-là un consensus dans un pays qui est par ailleurs très divers, comme tous les pays sont très divers. Et ça porte sur l'IA, et ça va nous permettre d'avoir une meilleure compréhension justement des valeurs sur lesquelles on peut aligner l'IA. Alors pour cette dimension humaine de rencontre, effectivement, on voit comment ça peut faire une différence. En même temps, j'ai envie de confronter ça aussi à la réalité de l'industrie, à la réalité des risques. On parlait d'énergie nucléaire. Quels sont les autres outils qu'on a à notre disposition, comme par exemple des normes, des réglementations? Zach, tu as travaillé dans cette approche-là depuis 2017, donc bien avant que l'IA devienne un terme à la mode. Qu'est-ce qui fonctionne? Ouf. Ou qu'est-ce qui est en émergence, qui te semble prometteur du côté des normes, peut-être des réglementations? Ça, pareil, ça dépend des différentes branches d'industrie. Chaque industrie, évidemment, les normes pour l'avionics ne vont pas être la même chose que les normes pour, je sais pas, l'énergie. Il y a des initiatives plutôt globales et générales comme l'AI Act, par exemple. C'est des pas qui vont dans la bonne direction. Faut vraiment être vigilant sur les limitations de ce genre d'initiative. Faut pas s'arrêter à ça. Faut pas forcément, alors ça je prosélytise un peu, mais il ne faut pas écouter ceux qui disent c'est bon, la réglementation, on a fini. C'est pas réglé, en gros. Surtout pas. Il y a plein de trucs qui ne sont pas couverts par les actes. Là, si je parle de celui-là en particulier, il y a les aspects de recherche scientifique qui ne sont pas couverts dans les actes. Pour les recherches scientifiques, on peut dire que ça va parce que toutes les universités, les labos ont leur comité d'éthique, et même moi, par exemple, quand je fais de la recherche, je dois répondre du côté éthique de ma recherche. Si on soumet un projet européen, par exemple, félicitations en fait au Canada de maintenant pouvoir nous concurrencer sur les financements européens. Félicitations. Et sachez qu'au CEA, on a un score d'environ 30%. Donc, par rapport aux 15% d'obtention de financement européen. Donc, si vous voulez des collaborations, bienvenue. Mais ça, quand on soumet un projet européen, on doit aussi prendre en considération l'aspect éthique et tout. Mais l'AI Act est limité aussi parce qu'il ne prend pas du tout en considération les applications militaires. C'est ça, on se rend compte que concrètement, ça devient très, très, très difficile dans le fond. Et donc, peut-être d'où l'importance de cet aller-retour entre la délibération et les tentatives d'encadrement. On va prendre des questions très bientôt. Peut-être on aura le temps pour une ou deux questions s'il y a des gens qui veulent déjà aller vers le micro qui vous attend là-bas. Mais peut-être rapidement une question pour Lamia. Vous avez participé, en fait, vous co-dirigez un nouveau laboratoire en IA en partenariat avec l'entreprise Syensqo, si je prononce bien, dans l'objectif de développer une IA justement de nouvelle génération pour la chimie verte et les matériaux. Donc on en a un exemple très concret de la façon dont l'innovation peut avancer main dans la main aussi avec des objectifs de durabilité. Ça aussi, ça fait partie des solutions qu'on peut regarder, oui. Correct. Juste pour dire un petit mot vite fait, parce que je ne sais pas si l'audience est familière, peut-être qu'on a des représentants de la Wallonie, de nos amis belges. Donc Syensqo, c'est une boîte qui vient de la mère fondatrice, ou la compagnie fondatrice Solvay. Donc Solvay, c'est
c'est un leader mondial dans les solutions chimiques et la science des matériaux pour plusieurs applications industrielles. Ils sont à fond sur la durabilité et l'utilisation des énergies, des matières premières, des énergies renouvelables et des matières premières qui ont un aspect durable. Et donc, le Maroc, c'est pareil. Il s'est engagé depuis quelques années dans la guerre pour, on l'appellera pas guerre, mais une ambition pour les énergies renouvelables, etc. Et donc, l'idée de cette collaboration, de ce mariage entre notre laboratoire au Maroc et l'université Mohamed VI Polytechnique et la collaboration avec Sciencesco, où on a mis en place ce laboratoire, on n'est pas en train de concurrencer l'O0, c'est pas du tout le but, mais on aimerait bien collaborer avec vous, il n'y a aucun problème. Et donc voilà, c'est un appel à collaboration multidisciplinaire. Il y a des témoins, c'est le monde entier en fait. Et du coup, l'idée c'est vraiment, oui, c'est aller dans ce sens-là, démocratiser l'utilisation des systèmes de l'IA dans les sciences appliquées. Ce n'est pas nouveau, on n'est pas les premiers, il y a plusieurs centres de recherche. Mais c'est un exemple concret. Mais c'est un exemple concret où on est parti dans cette direction-là pour dire, oui, les technologies de l'IA, avec tous les risques qu'ils ont, avec toutes les possibilités de problèmes qu'ils peuvent engendrer, ils sont aussi une opportunité pour avoir un impact économique et sur la société, mais on veut un impact économique durable, comme vous en fait, on ne veut pas que ça soit driven juste pour la partie économique. Et là, c'est une façon de le faire, mais moi je reviendrai juste sur un tout petit point avec... Oui, parce qu'il nous reste vraiment très peu de temps. C'est juste, je pense que les solutions aussi, c'est cette multidisciplinarité en fait, où on prend en compte la vie de tout le monde, parce que ça nous permet de dépasser juste les solutions technologiques et techniques et de prendre en compte la philosophie, la société, etc. Excellent. On a un bel exemple de cette multidisciplinarité sur scène. On va faire un petit pont justement vers la salle. J'ai vu qu'il y avait une personne qui levait la main pour une question. Est-ce qu'on a une question du public? Parce qu'on est un peu aveuglé par les lumières ici. Il fallait être là, mais je peux la faire ailleurs. Si on me donne un micro. Alors, on vous ne voit pas d'ici, mais on vous entend. Il devrait y avoir un micro juste voilà. Le micro. Oui. Merci. Vous ne voyez pas, c'est pas très grave. Bonjour, Patrick Munoz, je suis vice-président de la région Bourgogne-Franche-Comté, président de l'Agence régionale du numérique et de l'intelligence artificielle de cette région. Si on considère que l'amélioration de la condition humaine repose sur un modèle qui fait de l'état de droit, de la démocratie, de la liberté et valeurs fondamentales, on a sur le numérique loupé un truc déjà, avec le déploiement des réseaux sociaux dont on n'a pas mesuré à quel point ils pouvaient avoir un impact très négatif sur la démocratie, l'état de droit et la liberté. Et avec l'intelligence artificielle, on passe une nouvelle étape. Est-ce que, ma question est assez simple, est-ce que l'alignement, ce que vous appelez l'alignement, ça ne revient pas tout simplement, entre guillemets, à dire qu'il faut cesser de considérer l'univers numérique, virtuel et l'intelligence artificielle différemment de l'univers réel, et ce que nous n'acceptons pas dans la vie physique, pourquoi l'accepterions-nous dans la vie virtuelle? Est-ce que ce n'est pas tout simplement ça qu'il faut que l'on interroge? Et donc, pour un Européen, ça suppose notre capacité à réglementer, à organiser et à interdire ce que jamais nous n'accepterions dans la vie réelle. Est-ce que ce n'est pas ça le cœur du sujet? Merci. Merci beaucoup pour votre question. J'ai vu des réactions. Marc-Antoine, Philippe, ouais. Oui, très brièvement. Je pense que ce que vous décrivez comme un problème d'aliment en est en effet un. La solution que vous proposez, qui passe par la réglementation, je pense que ça fait partie de la solution. Je crois qu'on l'a mentionné plus tôt, de penser que c'est la panacée, il y a aussi des risques là. Mais c'est définitivement... de la manière dont vous le décrivez, à mon avis, ça correspond bien à un des problèmes qu'on a vus avec l'émergence du numérique. D'un certain point de vue, je pense qu'on peut même dire que le numérique, les réseaux sociaux, les problèmes qui ont été causés par ça, il y a un petit peu de ça qui vient de notre désintérêt collectif, peut-être, ou du désintérêt d'une certaine classe politique pour ces trucs-là. À une certaine époque, on les voyait comme des petits jouets, comme des petits chats, des trucs qui émergeaient, puis on s'y désintéressait. Je pense qu'on a laissé un espace très ouvert où le marché a pu s'engouffrer rapidement. Je pense qu'on a encore le risque de faire ça avec l'intelligence artificielle. Ce que j'aime dire, c'est
Personnellement, posez-vous la question si on vous essaie de vous servir des réponses trop simples sur ce que c'est, sur des capacités potentielles, actuelles et potentielles du truc. Posez-vous les questions. Il y a certaines personnes qui ont tendance à nous le présenter comme un truc très simple ou une révolution comme toutes les autres. J'ai l'impression que si on s'arrête là, on risque de se faire jouer le tour encore, de ne pas s'y intéresser à la hauteur de ce qu'on devrait si on est pour se mettre ensemble puis décider collectivement du futur qu'on veut avoir dans un environnement qui va, je pense, dans le futur, devoir concilier avec l'existence de l'intelligence artificielle. Merci beaucoup. On a un nouveau timing qui vient d'apparaître. Je pense que ta réponse a convaincu le jury. Philippe, on vient de gagner 7 minutes. Merci, Montréal Connect. Marc-Antoine, vous voulez ajouter quelque chose? J'allais dire, on va s'en reparler à la pause, mais on peut... D'ailleurs, j'en profite pour dire, on va avoir le temps pour une deuxième question. Parfois, il y a déjà quelqu'un. Merveilleux. Non, effectivement, on ne doit pas accepter dans le monde numérique ce qu'on n'accepte pas dans le monde physique. La question est qu'est-ce qu'on ne devrait pas accepter dans le monde physique? Et là, les réponses peuvent parfois diverger. Ensuite, il me semble qu'il faut distinguer les IA génératives qui proposent des réponses avec lesquelles on interagit et qu'on peut relativement bien réglementer parce que il s'agit simplement de contraindre ici par des prompts très en amont pour empêcher un certain nombre de réponses. Certaines réponses sont empêchées de fait par certaines compagnies. Alors le problème c'est qu'il n'y a pas de législation unifiée. C'est un peu chaque compagnie fait ce qu'elle veut. En revanche, sur les réseaux sociaux, je crois que ça c'est illusoire de vouloir contraindre la parole, pour des raisons d'ailleurs techniques, c'est le volume de ce qui est proposé. Et puis, je vais être un petit peu sceptique sur un point. Alors je sais que ça, on pourra en discuter, mais je suis un petit peu sceptique, et de plus en plus en fait, sur l'idée que les réseaux sociaux et l'IA qui contribuent, parce qu'en arrière des réseaux sociaux, il y a des algorithmes qui nous engagent à un certain type d'interaction. Je suis de moins en moins convaincu que c'est la raison des maux que l'on connaît aujourd'hui, notamment par rapport à la politique, vous l'avez mentionné. On peut dire qu'il y a effectivement une espèce de fascisation un peu grandissante dans certaines franges de la société de plus en plus importante et dans de nombreux pays. Si on regarde un petit peu l'histoire, c'est déjà arrivé, ça arrive régulièrement. Ça arrive très régulièrement. Alors ça peut arriver à cause de technologies ou à cause de leur déploiement dans le monde du travail. On ne l'a pas vu venir à la fin du XVIIIe siècle parce qu'on ne pensait pas que des machines à tisser allaient provoquer autant de dégâts sociaux, remplacement des personnes, appauvrissement des campagnes, etc. Et donc, oui, ça peut venir de la technologie, mais ça peut venir aussi d'autres choses. Et l'histoire des idées nous montre qu'il y a plutôt eu un tournant qui s'est déroulé dans les années 90-2000. Et ce tournant-là, c'est d'abord un tournant non pas technologique, mais c'est un tournant des idées politiques. Oui, puis on dit parfois... Juste pour conclure sur le fait que, oui, la technologie peut avoir un effet catalyseur par rapport à des mouvements sociaux, mais ces mouvements sociaux sont déjà là, et les idées sont déjà en place pour que la technologie, effectivement, amplifie comme une caisse de résonance ces mouvements sociaux. Exactement. On présente parfois l'intelligence artificielle comme une technologie de rupture, mais c'est peut-être aussi un catalyseur, justement, par rapport à ces dynamiques qui sont déjà en place. Merci pour les réponses. Merci pour la question. On a une deuxième question, monsieur. Oui, bonjour, mon nom c'est Anne-Rafat Kangbo, commissaire à l'exportation à Excellence Industrielle Saint-Laurent. Moi, je me pose une question beaucoup plus poussée. Aujourd'hui, on pense... Pendant très longtemps, on a parlé de la gouvernance de l'Internet et on sait aujourd'hui qu'est-ce que ça a suscité comme débat, la gouvernance de l'Internet. C'est encore complexe pour bon nombre d'entre nous, bon nombre d'acteurs à l'international. Et là, on est devant un nouveau fait accompli qui est l'intelligence artificielle. Et on est en train déjà de parler de la gouvernance de l'intelligence artificielle. C'est fou comment le monde avance très vite. Mais bon, moi, ma question, c'est au-delà des principes éthiques, quel mécanisme de contrôle concret et contraignant, si on veut, qu'il s'agisse de certification, de sanctions ou de régulation indépendante, devrait être mis en place par nos législateurs, par les législations, tout simplement, pour s'assurer que l'IA respecte effectivement les valeurs morales et contribue au bien-être commun. Merci.
Merci beaucoup. La réponse est oui. Lamia? La réponse, je pense qu'elle est complexe parce que je pense qu'aucun d'entre nous n'est un législateur. Donc, on va rentrer dans un champ de mine, je pense, si on commence à parler de ça. Mais je pense que moi, j'irais la gouvernance, c'est encore un sujet très complexe parce que quelle partie de ces technologies il faut gouverner, de quelle manière, dans quel environnement, quel type, etc. Pour l'instant, on se rend compte que même les réglementations qu'on a, on les a même pas sur s'il y en a, hein, parce que dans certains pays, il n'y en a pas du tout, hein, notamment les États-Unis, si on voit nos amis, les Américains. Donc, en fait, je pense que quand on regarde les réglementations, les législations pour les technologies de l'IA, il n'y en a pas vraiment très spécifique. Bon, il y a le truc de l'Europe, etc., mais c'est encore pas très clair et c'est très, très général. On dit oui, on a des lois sur la sécurité des données, mais ça, c'est les composantes de l'intelligence artificielle. C'est pas le système ou la technologie elle-même. Donc, je pense que oui, il nous faut des législations, mais c'est pas à nous, les technologistes, de le faire. Moi, de mon point de vue, comme technologiste qui travaille avec l'industrie et qui est amené à déployer ces systèmes pour une application ou une autre, il faut que les entreprises elles-mêmes déjà, elles mettent leur système de gouvernance elles-mêmes, en fait. Suivre l'évolution des utilisations de l'outil, s'il y a des risques qui se sont produits, les risques de sécurité ou autres, mettre un comité d'éthique peut-être autour du comité de management et autour du comité des technologies, des personnes qui sont impliquées dans l'entreprise, dans le déploiement, le développement et l'utilisation de la technologie. Je pense qu'il y a des choses qu'on peut faire à notre échelle. Après, est-ce qu'il faut y avoir des législations et est-ce que nos législateurs ils doivent faire ça? Forcément, bien sûr. Il y a des législations qu'on a déjà sur d'autres parties qu'on peut en fait exposer ou ramener de cette partie-là pour les mettre sur les solutions et les technologies de l'IA. Mais par contre, moi, je ne pourrais pas répondre à la question quand est-ce que les législateurs vont le faire et comment ils vont le faire. Hein. C'est un élément qu'on peut ajouter, en tout cas, dans ce cocktail de solutions. On arrive bientôt à la fin de notre rencontre. Je voudrais vous demander très, très rapidement, en un mot, une phrase, si on regarde vers l'avenir, une chose, donc ça peut être une tendance, une initiative, un indicateur que vous allez surveiller dans les prochains mois, quand on s'intéresse justement au déploiement, j'ai envie de dire, responsable de l'intelligence artificielle. De façon très brève, faites-nous regarder en avant. Moi, je pense que ça va être la qualité des questions qu'on va se poser. Est-ce qu'on va continuer d'accepter des réponses simples comme « c'est bon pour l'économie » ou on va commencer à se poser des questions plus fondamentales ou où est-ce qu'on veut aller? La qualité des questions. Merci, Marc-Antoine. Moi, l'indicateur que je vais suivre, c'est la formation des citoyennes et des citoyens. C'est absolument essentiel si justement on veut éviter les mauvais usages dont tu as parlé et faire en sorte qu'on ne soit pas non plus déçu par la machine, qu'on n'en attende pas trop, mais qu'on n'en fasse pas un mauvais usage pour soi et pour les autres. Merci. J'aurais dit la même chose, mais je vais donner une autre réponse juste pour complémenter celle de Marc, parce que je pense qu'on s'entend à 100%. Je pense que pour moi, c'est le trade-off entre l'impact économique et tous les autres objectifs qu'on a, que ce soit de la durabilité ou autre, en fait. Je pense que c'est ce trade-off-là que je vais regarder et j'aimerais bien mesurer en utilisant les technologies de l'IA, en plus de la formation qui est très importante. Excellent, merci. Du coup, la formation, c'est pas mal en fait comme réponse. Je vais prendre celle-là, mais je vais changer un peu le scope parce que toi, tu parlais de la formation des individus, de la société civile. Je pense qu'il y a la formation à la confiance et à l'alignement qui doit vraiment participer pleinement dans la formation des jeunes qui vont plus tard devenir les praticionneurs de l'IA. Et je ne vais pas juste regarder ça. Ce qu'on fait avec mon équipe, c'est qu'on met à disposition tous les outils qu'on développe librement pour la recherche et l'enseignement. Donc si vous avez des cours en IA ou des enseignants qui font des cours en IA et qui veulent upgrader un peu leurs cours avec des questions de confiance, et avoir des outils on a des outils avec la doc, on a même des cours dessus, donc si vous voulez, vous pouvez piocher dedans et augmenter un peu vos cours pour que la génération future grandisse déjà avec une sensibilisation à la confiance. Un appel à la collaboration, on en a entendu plusieurs durant cette discussion. L'éducation aussi qui était un fil conducteur. Merci de nous avoir éduqués. Philippe, je retiens l'importance de ne pas se satisfaire de solutions simples. Marc-Antoine nous a aidés aussi à poser les questions fondamentales
fondamental, ne pas partir d'hypothèses inquestionnées. La machine n'est peut-être pas autonome, ou peut-être, on ne le sait pas encore, mais il faut faire des liens avec l'environnement, et dans l'environnement, il y a des humains. Quand on se pose ces questions, Zach, tu nous parlais de l'importance de mesurer, d'avoir des repères à partir desquels on peut travailler, et du côté excusez-moi, du côté de l'AMIA, l'importance de la collaboration, encore une fois, à l'échelle internationale, les valeurs humaines, et donc se réaligner peut-être en tant qu'humain avec les humains, c'est quelque chose que je retiens dans cette bulle qu'on a habitée ensemble. Merci à vous quatre, merci à Montréal Connect, et bonne discussion sur le développement responsable de l'IA. Merci. Alors, merci beaucoup, Philippe, Marc-Antoine, Lamia, Zach, et pour la modération, Chloé. On va prendre une petite pause, environ 5 minutes, avant de passer à la prochaine conférence, une rencontre d'excellence signée XN Québec. On se retrouve dans environ 5 minutes. À tout de suite. Bonne pause.